Bonjour et bienvenue à cette nouvelle formation en ligne que nous avons appelée les débats du CCAFU. La forme est celle d'une ou plusieurs questions simples, pratiques et courantes, dont les réponses seront fournies sous la forme d'un débat animé par le responsable du sous-comité et deux contradicteurs. Ce premier débat, concernant le sous-comité VESI, a posé deux questions. La première, celle de l'intérêt d'une surveillance endoscopique au-delà de la première année chez les patients opérés d'une TVNIM de faible risque. Et la deuxième question, qui sera consacrée au TVIM métastatique chez les patients unfit à la chimiothérapie. Quelle prise en charge, palliative compassionnelle ou traitement systémique? Le débat a été animé par Morgane Roupret avec deux débatteurs qui étaient Yann Nezillet et Evangelos Xylinas. Concernant l'intérêt d'une endoscopie annuelle pour les TVNIM à faible risque, Evangelos Xylinas a défendu le pour. Selon lui, elle est recommandée, dans toutes les recommandations et pas seulement celles du CCAFU. Et si elle est recommandée, c'est qu'il existe bien sûr des risques de récidive et de progression définis dans la littérature scientifique. Il existe en effet un risque de récidive évalué à 12% de récidive dans les 5 ans qui suivent l'ART-UV, et même un risque de récidive, quoique très faible, plus tard. Le risque de récidive serait de 25% s'il n'y a pas de récidive durant la première année. Il existe également un risque de progression très faible, mais réel, jusqu'à 20 ans dans les études qui suivent la résection. Après 5 ans, néanmoins, il ne semble plus vraiment licite de poursuivre la surveillance. Yann Nezillet a défendu le contre. D'abord, selon lui, les recommandations ont vocation à évoluer. La fibroscopie est un geste douloureux, et ces douleurs ont été évaluées par une EVA concernant non seulement la fibroscopie, mais également les mictions suivant la fibroscopie, qui peuvent être douloureuses jusqu'à 5 jours. La présence d'un gel anesthésiant endo-urétral a également été évaluée, avec des résultats contradictoires. Enfin, il peut exister des complications, notamment infectieuses, et qui ont parfois été graves. Le coût des fibroscopies n'est pas corrélé au remboursement. Et lorsqu'on considère une fibroscopie, il faut tout considérer. Le coût du personnel, des désinfectants, de la maintenance, etc. Ce qui peut poser des problèmes, notamment pour nos collègues libéraux. Selon lui également, l'histoire naturelle des TVNIM de faible risque peut évoluer et la récidive à 3 mois doit être considérée comme ayant une valeur pronostique. Par la suite, il y a une diminution importante du risque de récidive, avec la durée de rémission. En d'autres termes, s'il n'y a pas de récidive à 3 mois, le risque de récidive serait très faible. Il semblerait même qu'il existe une certaine innocuité d'un retard diagnostique des TVNIM de faible risque, à tel point que ces patients pourraient être candidats à une surveillance active, pas dans les recommandations du CCAFU, mais dans d'autres recommandations. Le point essentiel probablement concerne l'amélioration de la qualité de la résection par les fibroscopies de nouvelle génération, en lumière bleue ou en NBI, par une IPOP, qui diminue encore le risque de récidive. Il existe également des modèles mathématiques qui ont montré que la fibroscopie au-delà de 1 an était inutile. Et du reste, le NICE a arrêté de la recommander après 1 an. Enfin, en termes médico-économiques, la réalisation d'une fibroscopie annuelle alourdit évidemment, très significativement, le suivi financier de ces patients. En conclusion, chacun se fera son opinion et modifiera ou non sa pratique. On ne peut en revanche que conseiller à nos collègues d'en discuter avec les patients et de leur expliquer le pour et le contre. Quoi qu'il en soit, la qualité de la primo-résection avec l'IPOP est sûrement le meilleur critère de moindre récidive. La deuxième question posée par ce débat a concerné les TVIM métastatiques chez les patients unfit à une chimiothérapie. Quelle prise en charge, soit palliative compassionnelle, soit par un traitement systémique. Yann Nezillet a d'abord défini les patients unfit à une chimiothérapie basée sur le cisplatine. Il s'agit des patients ayant un performance status supérieur à 2, une insuffisance rénale définie par une créatininémie inférieure à 60 ml/min, ceux qui ont une perte d'audition de grade 2 ou plus, ceux qui ont une neuropathie périphérique de grade 3 ou plus, et ceux qui ont une insuffisance cardiaque de stade 3.
Il a défendu ensuite la possibilité d'une chimiothérapie n'utilisant pas le cisplatine, à savoir association carbogemzar, méthotrexate, carboplatine, vinblastine, ou d'autres chimiothérapies de deuxième ligne, type vinflunine gemzar ou vinflunine carbo, avec des taux de réponse de 20 à 40% et des survies globales de 8 à 14%. Mais attention aux toxicités qui sont loin d'être négligeables. Enfin, il a bien sûr évoqué l'immunothérapie, les nouveaux checkpoint inhibiteurs, qui, je vous le rappelle, restaurent l'immunité des lymphocytes T en bloquant les récepteurs PD-1 ou son ligand, PD-L1. Il s'agit du nivolumab, atezolizumab, durvalumab, pembrolizumab, ou d'autres immunothérapies bloquant le récepteur CTLA4, comme l'ipilimumab. Plusieurs essais ont montré l'efficacité dans cette indication, notamment l'atezolizumab, qui offre des survies globales de 15,9 mois, avec un profil de tolérance acceptable et parfois de longs répondeurs. Evangelos Xilinas a quant à lui défendu une prise en charge palliative. D'abord, selon lui, les résultats de la chimiothérapie chez les patients unfit au cisplatine restent très modérés, qu'il s'agisse d'une chimiothérapie de type première ou deuxième ligne, et quelles que soient du reste les associations choisies. Les méta-analyses auraient tendance à lui donner raison, puisque de toute façon, il y a une efficacité moindre du carbo versus cisplatine en association avec gemcitabine. Reprenant pour partie les mêmes études que Yann Nezillet, et notamment les études d'immunothérapie et l'atezolizumab, l'étude IMvigor 210, il a montré que les taux de réponse complète étaient faibles, de l'ordre de 10%, et des taux de contrôle de la maladie de 30%, ce qui est une efficacité assez modérée. Il a évoqué l'absence de facteurs prédictifs pour sélectionner les patients, peut-être ceux qui ont une localisation ganglionnaire. Il a enfin insisté sur les effets secondaires immunitaires qu'on ne connaissait pas et qu'on apprend à connaître avec ces nouvelles immunothérapies, comme des rash, des colites, des rhabdomyolyses, et qui sont en tout cas très spécifiques de ces immunothérapies. Il a également détaillé l'étude utilisant le pembrolizumab en première ligne, l'étude Keynote 052, avec des taux de réponse de 24%, mais seulement 5% de réponse complète, trop faible selon lui, avec 80% de taux de progression. Enfin, il a insisté sur la nécessité chez ces patients souvent fatigués de préserver leur qualité de vie par une prise en charge compassionnelle et d'éviter ainsi de leur infliger des effets secondaires parfois compliqués pour une chimiothérapie pas ou peu efficace. En conclusion, et vous l'aurez compris, il est difficile de trancher sur ce débat. Et en tous les cas, cela a montré l'intérêt et la difficulté qu'on pouvait avoir à interpréter de manière définitive des données de la littérature pourtant fiables. Selon le principe, j'allais presque dire, de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Mais le débat a permis néanmoins de regretter l'absence de critères de sélection fiables pour proposer une immunothérapie aux patients, et c'était en tout cas le point de consensus. Les recommandations du CCAFU recommandent, chez les patients unfit au sel de platine, une monothérapie par gemcitabine, avec 9% de réponse complète et peu de toxicité. En revanche, et c'est un point important, pour les patients ayant un performance status supérieur à 3, aucune chimiothérapie n'est recommandée. Voilà, j'espère que ce premier débat du CCAFU vous aura satisfait. Merci à Morgane Rouprey, Yann Nezillet et Evangelos Xilinas, et merci à tout le sous-comité VESI. Merci également au laboratoire Roche pour leur soutien institutionnel. À bientôt, au revoir.